Est-ce qu'il existe un droit des parents au Québec? On se soucie du droit des écureuils et des poules, mais est-ce qu'on se soucie suffisamment du droit des parents biologiques, des parents naturels au Québec? Donc, après quelques échanges, le professeur Roy m'a répondu sur le fond de la discussion lancée par M. Rioux, vous ne verrez jamais apparaître la rubrique droit des parents, droit des mères, droit des pères biologiques, naturels, adoptifs sur ma page. Et il a spécifié, les parents n'ont pas de droit sur leurs enfants. Ils ont des responsabilités. Le seul titulaire du droit, c'est l'enfant. Quant au fait que les parents n'ont pas de droit sur leurs enfants, mais qu'ils n'ont que de simples responsabilités, remplaçons dans votre argument sur leurs enfants par pour leurs enfants. Donc, nous avons maintenant le fait que les parents n'ont pas de droit pour leurs enfants, ce qui devient un peu plus litigieux. Donc, pourtant, dans notre Code civil, à l'article 599, à l'égard de leurs enfants, les pères et mères ont le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation. À l'article 605, que la garde de l'enfant soit confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles qu'en soient les raisons, les pères et mères conservent le droit de surveiller et d'entretenir, de faire l'entretien, le soin, l'éducation. Dans la loi sur la protection de la jeunesse, à l'article 2.2, on dit « La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. » Est-ce que c'est toujours vrai? Alors, la question des droits des parents que les parents possédaient pour leurs enfants, le droit de décider, notamment pour leurs enfants de moins de 14 ans, de veiller, de garder, ces droits auraient été relégués à de simples responsabilités. Selon le droit international, article 3, le droit de l'enfant, on tient compte des droits et des devoirs des parents. À l'article 5, les États parties respectent la responsabilité et le droit des parents, le devoir des parents. Les États veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités n'en décident autrement. Les États respectent le droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents. Donc, la discussion a finalement trouvé un terme lorsque j'ai ajouté ceci. A priori, les parents naissent et décèdent. Donc, ils sont des personnes juridiques. Mais comment peuvent-ils être dotés d'une personnalité juridique amputée? Historiquement, l'esclavage fut une règle de droit objectif qui mutilait les droits des personnes. Selon mon opinion, il faut, à moins de démontrer que les parents ne sont pas des êtres humains, les parents ont une pleine personnalité juridique, donc ils sont titulaires de droits et de devoirs. Alors quand on me dit qu'une personne juridique n'a pas de droits, je réponds que c'est de l'esclavage. Enfin, je vous dirais, madame, monsieur, qu'il est très inquiétant que la personne responsable qui vient tout juste d'être nommée par le gouvernement caquiste pour piloter la prochaine réforme sur le droit de la famille, puisse oser dire sur la place publique que les parents du Québec n'ont pas de droit. Premièrement, je vous avais mis des définitions tout à l'heure. Le droit positif est le droit dicté par le législateur. En théorie, c'est l'ensemble de toutes nos lois qui résultent de l'expression d'une société. En pratique, nous votons pour des députés qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale du Québec. Ensuite, ces députés vont voter pour nous sur les lois qui sont rédigées selon la volonté du parti politique au pouvoir de manière générale. Le droit naturel. OK, là, je viens de vous parler de droit positif. Le droit positif, c'est l'ensemble des lois qui existent présentement auxquelles nous sommes soumis.
Le droit naturel s'oppose au droit positif. Par exemple, la série magistrature ou dictature est un exercice de droit naturel en soi. Le droit naturel est une recherche objective des normes de droit idéales et conforme à la nature des choses que l'on découvre par la raison et le bon sens. Le droit naturel résulte d'une analyse rationnelle et concrète des réalités qui sont observées dans notre société. Par exemple, nous avons le droit à la vie, le droit de fonder une famille, et nous avons le droit de vivre paisiblement, et ce, sans être victime de tortures psychologiques. Dans un esprit de respect de nos droits naturels, les individus sont en principe libres et égaux. Nul ne doit nuire à autrui, à sa santé, par rapport à sa vie, ni à son droit de fonder une famille. Pour un meilleur contrat social, à la recherche d'un meilleur contrat social, il est nécessaire de transformer correctement le droit naturel en droit positif. Donc, je reviens sur le fait que le droit naturel, c'est la recherche de la vérité en fonction des faits que l'on observe et avec le gros bon sens de ce qu'on voit dans notre société, alors que le droit positif, c'est les lois qui sont passées à l'Assemblée nationale. C'est le législateur ou l'Assemblée nationale qui est composée des 125 députés qui sont chargés de la création des lois et c'est le gouvernement qui est le pouvoir exécutif qui administre les lois. Donc, c'est la DPJ qui administre la loi sur la protection de la jeunesse, mais cette loi, elle a été créée par l'Assemblée nationale. Et c'est ici que nous avons un rôle à jouer, que je vous parle depuis un certain temps. Nous devons exercer notre droit de participer dans le processus de création de la prochaine loi sur la protection de la jeunesse au Québec. Non seulement c'est un rôle que nous pouvons jouer, mais c'est notre droit constitutionnel et fondamental. Dans le cas qui nous intéresse, l'exercice du pouvoir coercitif de la DPJ devient légitime lorsqu'il est ordonné par la Chambre de la jeunesse. Par contre, nous avons clairement démontré, dans magistrature ou dictature, dans notre exercice de droit naturel, que cette fonction judiciaire est devenue une formalité. La surveillance de la Chambre de la jeunesse est limitée et les décisions rendues sont toujours favorables à la DPJ, et même comme le psychologue le disait tout à l'heure devant l'Assemblée nationale. De plus, on peut dire que la Chambre de la jeunesse est d'une certaine manière corrompue. La DPJ est une partie mise en cause dans le débat judiciaire. Comment se fait-il qu'une partie mise en cause soit jugée par ses ex-employés? Par conséquent, il devient nécessaire d'exercer notre droit constitutionnel qui a pour objectif de limiter le pouvoir de l'État, notamment par le droit administratif. Le droit administratif est de maintenir un équilibre entre l'exercice du pouvoir de l'État et le droit des individus. Lorsqu'une place trop large est donnée au pouvoir discrétionnaire d'appréciation des juges de la Chambre de la jeunesse et qu'il en résulte que la DPJ fait la pluie et le beau temps dans son tribunal, alors notre droit constitutionnel qui avait pour but d'équilibrer les forces entre le citoyen et le pouvoir discrétionnaire de l'État, il devient un droit bafoué. Donc l'obligation de maintenir l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de la DPJ et le droit des parents doit donc être révisée. C'est nécessaire. Et c'est ici, selon notre droit constitutionnel, que nous devons revendiquer de participer à la création d'une nouvelle loi qui aura de meilleures chances de respecter cet équilibre entre le parent québécois et la DPJ. L'histoire de l'humanité nous a démontré que lorsque le rapport de domination est absolu, il ne peut que mener à la révolte. Notre mission vise donc à interpeller le pouvoir suprême
Nous pouvons démontrer l'existence de certaines illégalités ou tout au moins de procédures illicites dans l'application du pouvoir discrétionnaire de la DPJ, notamment avec les formulaires qui sont remplis par les parents. Nous avons constaté que le système quasi-judiciaire de protection des citoyens est défaillant, c'est-à-dire que les plaintes au commissaire aux plaintes, les plaintes au protecteur du citoyen, les plaintes à la Commission des droits de la personne, les plaintes au conseil de discipline des avocats ou des travailleurs sociaux ne donnent généralement aucun résultat. Et ni les députés ni les ministres ne peuvent s'ingérer dans un dossier judiciarisé. Le pouvoir de surveillance appartient à la Cour supérieure. Mais, d'après la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, le pouvoir de surveillance de la Cour supérieure est extrêmement limité et doit avoir beaucoup de réserves envers les juges de la Chambre de la jeunesse. Nous savons également que les employés et les intervenantes de la DPJ sont protégés par des clauses d'inattaquabilité. Donc, dans la pratique réelle, ils ne sont jamais imputables des dommages qu'ils pourraient causer aux citoyens par leur faute. En somme, le droit québécois actuel donne une place importante à l'excès de pouvoir et à l'abus de discrétion. Bien plus malheureux encore, les parents n'ont absolument aucune ressource pour se défendre. Dans l'état des choses, la DPJ n'est pas responsable envers qui que ce soit, sauf des prescriptions contenues dans sa propre loi. Alors l'irresponsabilité résultant de cette loi d'exception se répercute directement sur l'Assemblée nationale du Québec. Comme nous vous parlons souvent de droit constitutionnel, creusons un peu cet aspect qui nous appartient. Le droit constitutionnel est a priori une étude de l'exercice du pouvoir politique, une constitution qui vise à limiter l'arbitraire, les décisions arbitraires du pouvoir politique. En somme, une constitution se veut une garantie de nos droits fondamentaux, notamment nos droits de liberté, incluant le droit de l'enfant. L'histoire nous a montré des exemples de dictature. Après le national-socialisme allemand de 1920 à 1945 et le régime militaire du général Pinochet, le Chili notamment a connu un demi-million de victimes de torture et le monde entier s'est questionné sur la définition de la torture. La torture est une utilisation de la violence pour infliger une forte souffrance à un individu. La torture est fondée sur une intention de provoquer une souffrance physique ou mentale. La victime peut souffrir d'une angoisse psychique qui repose sur la peur ou la tristesse. La torture est donc le résultat d'un moyen de coercition appliqué dans un esprit de domination. Il s'agit d'un traitement cruel, inhumain et dégradant. Bien entendu, je ne prétends pas que la DPJ torture les gens. Mais en ce qui concerne notre dossier avec la DPJ, lorsque la rupture forcée des liens avec son enfant est le résultat d'un moyen coercitif, qui est pris par la force, mis en application dans un contexte de domination pure et simple, les parents victimes de la DPJ peuvent manifestement souffrir d'une angoisse psychique qui repose sur la peur et la tristesse. Vu sous cet angle, les interdictions de contact, les visites supervisées, le placement à majorité peuvent donc produire le même effet que la torture mentale chez un citoyen. Dans cet état de choses, il devient nécessaire de se questionner, à savoir si au Québec, la DPJ applique le droit de l'enfant d'une manière abusive, et ce, au détriment des droits fondamentaux
droit fondamental et constitutionnel des parents à titre de citoyens. Le fait que la loi peut faire mal. Par conséquent, la loi ne peut pas être la seule barrière à l'exercice du pouvoir. C'est pourquoi la Constitution et la Charte des droits et libertés se trouvent en haut de la pyramide des normes de notre société. Cet esprit de droit constitutionnel est notamment fondé sur le principe de la sécurité juridique. La sécurité juridique vise à contrôler les risques de rupture du maintien de l'équilibre entre l'exercice du pouvoir de l'État et les droits et libertés des individus. En vérité, la sécurité juridique résulte du droit naturel. La sécurité juridique découle du droit naturel dans un but de résistance à l'oppression. Historiquement, le principe de la sécurité juridique nous vient de l'Empire romain, mais il a été perfectionné par les philosophes au 19e siècle et restauré, et je dis bien restauré en Allemagne en 1949. Après la Deuxième Guerre mondiale, le principe de sécurité juridique est venu guider la garantie démocratique des droits individuels et l'Allemagne a créé une cour constitutionnelle. Okay? Cette institution, la Cour constitutionnelle en Allemagne, a pour objectif de surveiller avec une efficacité dite redoutable la transparence, la sobriété et la praticabilité de toute loi. Malheureusement, ce dispositif institutionnel n'existe pas au Canada ni au Québec. En fait, nous avons une constitution qui existe, mais quand on parle de M. Trudeau dans les années 80 qui l'a réouvert, et que cette nuit-là, c'est la nuit des longs couteaux, où M. René Lévesque dormait dans sa chambre d'hôtel à Hull, et que le Québec n'a jamais signé, jamais entériné la Constitution canadienne. Il y a eu d'autres essais avec Brian Mulroney Lackmeach, il y a eu les essais à Charlottetown. Mais dans cet esprit de surveillance et de transparence, le principe de confiance légitime, que les Allemands appellent Vertrauensschutz, présuppose un besoin d'intégration de la sécurité juridique dans le processus décisionnel de la relation entre les citoyens et l'État. Aujourd'hui, dans la relation entre les citoyens et l'État, si vous faites affaire avec la Société d'assurance automobile, par exemple, vous pouvez aller voir le député et voir les attachés politiques pour qu'ils vous aident dans votre dossier. Par contre, si vous êtes judiciarisé avec la DPJ, il n'y a plus personne qui peut vous aider. Donc, autrement, les citoyens d'une société de droit risquent de devenir les victimes de ce qu'on appelle le droit bafoué et du bon vouloir tyrannique. Au Québec, nous avons des milliers de lois, de règlements, de directives, de normes et à chaque année, l'Assemblée nationale passe de nouvelles lois. Le danger, c'est que trop de lois détruit la loi. Il faut donc se méfier du processus législatif en pleine expansion depuis quelques décennies. L'intérêt supérieur de notre collectivité doit demeurer prioritaire. L'intérêt supérieur de notre collectivité doit demeurer prioritaire sur notre besoin d'actes administratifs qui sont produits par l'exécutif, par le gouvernement, par l'État. Donc, l'intérêt public doit passer avant la protection des employés de la DPJ. Dans l'état des choses actuelles, la loi sur la protection de la jeunesse est quasi autosuffisante et le processus judiciaire manque d'impartialité. Alors nous croyons qu'il est essentiel de créer une institution de veille
juridique. Une institution de veille juridique indépendante de la DPJ. Par exemple, c'est ce que nous avons parlé, parlé la semaine passée, effleuré en fait, la possibilité de demander la création d'une direction de la protection de la famille. Dans cet esprit de sécurité juridique, il pourrait être également intéressant de créer un jurisconsulte de la famille. Et je vous explique, un jurisconsulte, par exemple, l'Assemblée nationale possède son propre jurisconsulte, c'est-à-dire que les députés peuvent faire appel au jurisconsulte, qui est un avocat réputé, un bureau d'avocats réputé, pour avoir des références ou des informations de droit, si nécessaire. Alors, on le voit dans les circonstances actuelles, il y a beaucoup de parents qui se présentent seuls devant la protection de la jeunesse, à la Chambre de la jeunesse, et qui ne savent pas du tout vers quoi ils s'en vont. Donc, si on avait au moins un jurisconsulte qui pourrait donner des conseils à tous ces parents-là. Pour terminer, nous tenons à rappeler encore une fois que notre série Magistrature ou dictature est un exercice de droit naturel et que le droit naturel est le résultat d'une analyse raisonnable qui consiste à faire entendre toutes les vérités nécessaires pour combattre la domination, la persécution, le totalitarisme, la dictature et l'esclavage. En 2 mots, le droit naturel vise à réduire l'inhumanité, ce qui n'est pas humain. La sécurité juridique que je vous parle, c'est une conséquence du droit naturel. La sécurité juridique découle du droit naturel, notamment du droit naturel international. Et c'est un élément de droit constitutionnel qui a pour but de protéger les citoyens contre les abus. Du droit positif, qui lui est l'ensemble de nos lois. La série Magistrature ou dictature devient une création de droit naturel pour les familles naturelles du Québec. Dans un deuxième temps, notre participation au processus législatif devient un exercice de notre plein droit constitutionnel. Plein droit constitutionnel de participer à la création des lois. Tout au moins en allant donner notre point de vue et nos propositions. Donc, le but de notre démarche est d'obtenir une meilleure sécurité juridique en matière de protection de la jeunesse dans le présent dossier. Finalement, une meilleure sécurité juridique est dans l'intérêt supérieur du Québec. Il ne s'agit pas d'un intérêt particulier juste pour les parents, mais c'est un intérêt supérieur pour toute la société qu'il existe un équilibre dans la relation entre le citoyen et l'État, la gouvernance, l'exécutif, l'administratif de notre société. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente semaine et au plaisir. Nous vous reviendrons la semaine prochaine et bonne Saint-Valentin à tous. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. M. Foucault, il vous reste 2 minutes. Merci. Je prends un exemple. Le juge Gobeil nous disait à un moment donné dans une conférence, 95% de vos recommandations sont retenues par les tribunaux. Il dit 950 de moyenne au bâton, c'est quand même respectable. Mme Ruffo, je pense, disait 98% dernièrement à la télévision. Pour moi, je trouve ça extrêmement ambigu comme clinicien. Parce que si j'ai 98% de mes recommandations qui sont retenues, est-ce que c'est parce qu'elles sont toutes très bonnes et elles sont toutes dans l'intérêt de l'enfant? Ou si je présente au tribunal uniquement ce que je sais qu'il va retenir? Et pour avoir été témoin expert au tribunal pendant plusieurs années, pas loin de 10 ans, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont présentées parce qu'on sait que le juge va les accepter, pas nécessairement parce que c'est donc ce dont l'enfant a besoin.